l'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sextoys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Pour ce 12e épisode, je suis super contente de vous faire découvrir notre conversation avec l'équipe, ou plutôt le couple de Fine. Célia et Jalil ont fondé ensemble Fine, ou Fine Project, sur Instagram. Avec le coffret Oli et Envie, ils se concentrent exclusivement sur le bien-être sexuel des femmes. Je vais vous laisser découvrir comment. Mais tout d'abord, je voulais juste vous dire que c'est la première fois que j'ai pu faire un enregistrement en vrai, en face à face, avec du matériel, et c'est aussi la première fois que j'interrogeais 2 personnes en même temps. Donc tout s'est finalement super bien passé malgré mes craintes, mais j'aurais vraiment besoin de votre avis, alors n'hésitez pas à faire un petit tour sur Apple Podcast et laisser des étoiles et un commentaire. Oui, c'était un petit moment pub un peu précoce, désolée, je vous laisse en compagnie de Célia et Jalil. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Salut. Je fais une petite mise en scène alors que j'avais pas besoin. On adore. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Talk Podcast parce que vous entreprenez dans la sexualité et du coup, c'est Fine Project avec Célia et Jalil. Est-ce que vous pouvez... alors, je sais pas comment on répartit entre deux. Vous présentez chacun votre tour, peut-être votre parcours un petit peu avant ce projet. Moi, ça m'intéresse pas mal de savoir comment on arrive à entreprendre dans ce milieu-là, et puis ensuite le projet, et surtout comment vous travaillez ensemble. Donc, c'est 3 questions. Vas-y, Ok. Qui commence ? Je vais commencer. Merci à toi pour l'invitation parce que du coup, nous, c'est un de nos premiers podcasts, donc c'est Très impressionné. assez excitant aussi. Alors, ce que j'ai fait avant Fine, je travaille en agence de communication et en conseil de développement de marque depuis plusieurs années maintenant. J'ai travaillé en Angleterre et je suis revenue en France il y a 3 ans. Et c'est vrai que j'ai toujours alors j'ai travaillé pour des grosses marques ou des petites, mais il m'a toujours manqué un élément un peu humain à ce que je faisais, où à la fin de mes journées j'avais pas l'impression d'apporter un grand changement à qui que ce soit. Et c'est vrai que la volonté d'entreprendre, je l'avais pas vraiment avant. Je pense que je suis pas née dedans comparé à d'autres. C'est-à-dire que t'avais pas de famille dans ce milieu-là, enfin dans l'entrepreneuriat, quoi. J'en avais connaissance, et évidemment dans mes lectures de magazines, etc., j'en entendais parler, mais j'ai pas baigné dedans, vraiment. Et ça, comment dire, c'est quelque chose, une envie qui était là, mais c'était pas vraiment une évidence dès le départ. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu par la suite en rencontrant Jalil déjà, et en voyant le projet Fine naître par la suite, l'idée, et à ce moment-là, l'entrepreneuriat s'est présenté un peu comme une évidence, et puis du coup comme c'est le moment d'y aller. En fait, en parlant du sujet, vous avez parlé peut-être de sexualité ou de problèmes divers et variés autour de ce sujet-là, que vous avez dit il y a quelque chose à faire et quelque chose qu'on pourrait faire nous-mêmes. Exactement. C'était pas sinon j'ai envie d'entreprendre et de créer quelque chose, c'était plus ce milieu-là qui vous a mis dedans. Alors ça c'était pour ma part, mais après je raconterai à ce moment-là comment l'idée est venue, mais Jalil lui pour le coup il y avait une idée d'entreprendre déjà qui était là depuis longtemps de son côté.
Ouais. Ok. Du coup, à moi? Ah oui. Ok. Merci de nous inviter, de nous accorder du temps. Et moi, pour ma part, en fait, assez hasardeusement, je me suis retrouvé en start-up au début de ma carrière, donc ça remonte à 8 ans maintenant, un peu plus. Là-bas, j'avais fait des stages dans des groupes classiques et tout, et recherche de premier boulot, bah voilà, première confrontation au marché du travail, c'est pas facile, donc on prend ce qu'il y a. Et je me retrouve chez Job Teaser, qui à l'époque avait des bureaux dans un tout petit appartement. Et je découvre un peu cette manière de travailler. Ok, c'était quand? C'était en 2012. Ok, d'accord. Moi, j'ai déjà vu les bureaux de Job Teaser, mais moi, ça devait être bien, enfin, peut-être 5 ans après. C'était assez grand. Je sais pas où c'était, mais après, ils ont bien grossi. Je crois qu'ils ont eu des trucs à Reuilly Diderot. Ok, et t'as bossé du coup avec eux? Ouais. Ok. Ouais, c'était hyper cool parce en tant que responsable web market, mais au final, j'avais plein de casquettes. D'accord. Et c'était une expérience. Moi, je dis toujours que j'ai gagné des années en allant bosser là-bas. Parce que comme on n'est pas dans un millefeuille hiérarchique en start-up, tu travailles avec les fondateurs directement. Et au final, eux qui ont plus d'expérience que toi, qui sont généralement plus vieux que toi, qui sont déjà sur une dynamique assez poussée, en fait, ils te tirent vers le haut et ce que tu apprends en 2 ans dans une boîte classique, là, tu es obligé de l'apprendre par toi-même ou en écoutant à droite à gauche. Donc en fait, mon histoire avec l'entrepreneuriat, je pense qu'elle a débuté à ce moment-là, même si à ce moment-là, j'avais pas l'intention forcément de monter ma start-up. D'ailleurs, je me suis sauvé à un moment de Job Teaser parce que je voulais changer d'air. Je suis allé chez Air France, donc retour dans un groupe. Ok. Air France, c'était super cool. Apparemment, tout le monde dit que c'est une bonne boîte quand on y est et qu'on ne se fait pas licencier, mais Exactement. Ouais, c'est particulier Air France, hein. C'est très très familial, mais effectivement, c'est une belle boîte. Il y a des avantages plutôt sympas. Okay. Donc j'y suis resté 1 an et en fait, je m'y sentais bien. Je voulais d'ailleurs y rester. Puis j'ai 2 copains, Louis et Roland de chez Merci Andy, qui m'ont proposé un job. Merci Andy, ok. Ouais. Oui, les gels hydroalcooliques. Exactement. Ok. Qui me faisait step up un peu dans ma carrière parce que du coup je passais head off donc dans le digital. Hein. Moi ça correspondait à mon plan de carrière. La boîte était super cool. Ils venaient de lever. Je me suis dit c'est une occasion à pas louper. Puis je restais quand même sur une bonne expérience en startup. Et en fait 3 ans avec eux, même un peu plus. Je crois que ça m'a filé le virus et petit à petit je me suis de plus en plus projeté. En plus, tout mon groupe de potes en parle assez régulièrement. Il y en a pas mal qui ont des boîtes maintenant. Donc, mine de rien, à force de baigner là-dedans, on se dit, pourquoi pas moi aussi, quoi. Et après, merci Andy, j'ai fait 2 ans de free en conseil dans des startups encore. Et, toujours sur digital, marketing digital? Ouais, toujours. Ok. Toujours, ça c'est vraiment mon cœur de métier, en fait. D'accord. Et voilà, et au bout de ces 2 ans, en fait, ça nous a permis de commencer à financer Fine, et le projet a pris forme, là, on peut l'expliquer juste après, mais suite à une discussion qu'on a eue avec Célia. Et là, en fait, dans tout ça, vous vous êtes rencontrés quand? On s'est rencontrés il y a 17 ans. C'est sa version à lui. C'est sa version des faits, c'était il y a 17 ans. Non, on s'est rencontrés en 2017. Et on est ensemble depuis 2 ans maintenant. D'accord. Donc là, à ce moment-là, tu travaillais chez Merci Andy. Je sortais. Ouais. Non, je sortais tout juste. Ou je finissais peut-être. Ah oui, non, il me restait 1 an. Il me restait 6 mois ou 1 an, exactement. Ouais. D'accord. Et vous vous êtes rencontrés, vous étiez peut-être potes, je sais pas. et du coup, vous vous êtes mis ensemble. Et très vite, ce sujet-là, cette idée d'entreprendre, il est venu avant d'être en couple ou vous étiez déjà en couple? Alors, on était déjà en couple. Je pense que l'un comme l'autre. Alors, Jalil, du coup, au moment où en tout cas l'idée de Fine est arrivée, était en freelance. Moi, j'étais entre 2 postes. Et on avait ce sujet qui venait de manière assez récurrente, comme disait Jalil. On a pas mal d'amis qui baignent dedans et c'est vrai que du coup la discussion vient régulièrement, etc. Le sujet de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais le sujet de la sexualité, ça c'est propre à nous. C'est propre à nous. Ça c'est propre à nous. C'est au cours d'une discussion qu'on a eue tous les deux sur notre couple et sur notre façon de fonctionner. On s'est posé, on a parlé de notre sexualité et on s'est posé la question d'un lubrifiant aux huiles essentielles.
D'accord. Ok. L'idée est vraiment partie de là. On a cherché déjà à voir si notre idée était viable. Donc on a passé une bonne journée sur différents sites, alors aussi bien de la pharma, parapharma que... Pourquoi aux huiles essentielles? On s'est posé la question, on se demandait si ça pouvait fonctionner ou pas. C'était nous, dans nos utilisations aussi de lubrifiants, on s'est dit, mais tiens, enfin, quelque chose avec une odeur assez agréable, ça pourrait être cool quand même. Qui soit naturel, etc. Et donc à la fin de cette journée de recherche sur différents sites, on se rend compte déjà que l'idée n'est pas viable, parce que des huiles essentielles ne peuvent pas être en contact avec la peau, et encore moins à cet endroit-là. Ou alors en microdosé. Microdosé, mélangé avec d'autres éléments, mais pas d'huile essentielle, quoi. Et à force de cette journée de recherche, le constat à la fin de la journée était... c'est quand même vachement malaisant. Le milieu de tous les sex shops, etc. Il y a quelque chose qui manque. Il y a tout un aspect qui est complètement laissé au hasard, qui est oublié, qui est le côté bien-être. C'est que on montre des femmes de manière assez dégradante. C'est des codes qui n'ont pas bougé depuis des années. On est encore sur du noir, sur du rouge fluo, sur du bordeaux, du mauve, et les codes n'ont pas changé, et cet aspect de bien-être sexuel, il n'existe pas. Et je pense que pour beaucoup de femmes et d'hommes célibataires ou en couple, en allant à la rencontre de leur plaisir, ou en voulant en tout cas essayer, se retrouvent sur ces sites-là et se retrouvent pas, se disent c'est pas pour moi en fait. Parce que là, vous avez fait surtout une recherche du coup en ligne, en parcourant plein de sex shops ou love stores en ligne, francophones. Pas que tous. Vous avez vu une différence peut-être avec d'un pays à l'autre ou... Ouais. Du coup, quand tu regardes du côté des US, ça bouge vraiment beaucoup là-bas. En ce moment, de plus en plus, il y a des super projets qui voient le jour, qui commencent à grossir et à prendre le chemin en fait des boîtes classiques en fait. C'est-à-dire qu'avant, on parlait pas de levée de fonds dans le milieu de la sextech, on parlait pas de financement, de BA, c'était assez souterrain. Et là, du côté des US, c'est ça qui nous a fait tiquer sur la viabilité du projet. Si on s'est dit tiens, ça commence à bouger, t'as des boîtes comme Dap Product, comme Unbound, voilà, qui commencent à être connues. T'as Dipsy aussi. Donc il y avait quelque chose qui se passait, et en fait nous ça nous a inspiré, et on s'est dit en France en plus on a pas mal de retard, même quand tu compares au marché anglais, au marché allemand, ou même au sud de l'Europe, par exemple, dans les pays nordiques, t'as les sextoys qui sont remboursés par la Sécu. Les boules de geisha, elles sont dans les parapharmacies en Espagne. Parce que là, elles sont vendues en tant que produit médical pour les rééducations du périnée, mais pas en tant que plaisir sexuel et bien-être, par contre. Là, on est d'accord, dès que c'est médical et santé, ça passe, mais pas bien-être. Non. Même bien-être, ça passe pas. Nous, en France, c'est simple. Si tu parles de sexualité, t'es très, très, très rapidement rattaché au porno, à l'érotisme. J'ai vu. Je pense que tu es au courant aussi. Tu le sais très bien aussi, ouais. Il y a un point sur lequel moi j'aimerais revenir sur la naissance du projet aussi. Alors effectivement, ce constat par rapport à l'offre du marché, il y avait aussi toute l'émulsion qu'il y a eu autour de l'année dernière, autour du clitoris, avec tous les comptes Instagram qui sont nés, qui ont grossi, dont les médias ont pris la parole, etc. Et nous, quand on a parlé justement, on a eu cette discussion au sujet de notre sexualité avec Célia, il y a eu plusieurs constats. En regardant ces comptes, moi je me suis aussi rendu compte que je connaissais rien en tant que mec. Mais vraiment rien de plaisir féminin. C'est-à-dire j'avais une vision qui était très normalisée par rapport à ce que je voyais dans les films, ce qu'on m'avait dit à l'école, les discussions que j'avais eues avec mes copains. Mais au final, quand tu regardes, en fait, dans les films, on ne dit rien, ou alors c'est tout le temps la même chose, c'est-à-dire c'est des rapports ultra normés. Avec le fameux script, après liminaire, pénétration, éjaculation, jouissance et fin, enfin jouissance ou pas. Ouais, voilà. Exactement. Et du coup, donc moi je me rends compte que je suis complètement dans ce schéma-là, et qu'au final, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, surtout que j'ai horreur des dogmes en fait. J'aime pas les trucs trop cadrés ou sans explication pourquoi on fait comme ça et pas autrement. Et Célia, pareil sur son sujet, Célia, elle avait aussi des lacunes, elle constate aussi des lacunes sur son propre fonctionnement, sur le fonctionnement de son plaisir. Et là, ça nous fait tiquer. Tu te dis, mais attends, il y a une étape, une marche qu'on a sautée. Comment ça se fait qu'un truc aussi intime et personnel, on soit si peu renseigné dessus? Et on doit pas être les seuls. Et on doit pas être les seuls. Et du coup, on commence en même temps que chercher, en même temps que chercher un peu cette idée en regardant pour les lubrifiants, on regarde aussi les comptes Instagram, les discussions. Et là, on s'aperçoit que c'est juste gigantesque.
il y a des lacunes énormes à tous les niveaux de la sexualité, et c'est ça en fait aussi derrière qui nous a motivés à lancer ce projet. C'est qu'on s'est dit, mais sociétalement, et on parle souvent de sens dans l'entrepreneuriat, et nous on a trouvé notre sens là-dedans, c'est-à-dire que il y a des choses à changer, il y a une éducation assez consciencieuse, honnête, sincère, il y a une manière autre de faire que celle qui existe. Tu trouves qu'il y a une éducation consciencieuse sur l'éducation sexuelle en ce moment qui est donnée? Non, justement. Ah, oui. C'est ce que nous on aimerait apporter, ouais. et d'ailleurs c'est ce que d'autres comptes aussi et d'autres acteurs font. Bah, c'est ce que tu fais aussi d'ailleurs. Et c'est vraiment sur ce leitmotiv qu'on s'est lancé. C'est vraiment créer une culture du plaisir féminin et même de la sexualité au global, d'être inclusif et dire on a tous à y gagner, et voilà quoi. Alors du coup ça c'est l'idée comment elle est venue petit à petit, donc c'est vraiment une discussion de couple, et d'abord donc, cette histoire de lubrifiant potentiellement aux huiles essentielles, finalement non, et donc ensuite qu'est-ce qui se passe? Finalement non, à la fin de la journée. Alors vas-y. Ça marche. Ouais, à la fin de la journée, en fait, on se rend compte que les vibros, nous, on se reconnaît pas dedans. Et on trouve aussi des chiffres sur ce marché-là. On voit que qu'il y a une consommation assez grande de vibros, d'accessoires de bien-être sexuel. Et nous, on se reconnaît pas dedans. On en discute autour de nous. Même constat, et en fait, c'est plutôt tabou. Oui, non, jamais. Et on se dit, c'est con parce que ça marche bien ces machins-là. Et on se dit, mais pourquoi pas du coup reprendre cette idée, et en fait un peu comme Mercendi en fait a fait avec les gels. À la base il y avait du gel hydroalcoolique qui sentait la vodka, et tout le monde avait les mains sèches et sentait pas bon. Ils se sont dit on va juste rajouter du parfum et rendre ça cool, et nous en fait c'est complètement stylé, c'est-à-dire qu'on part d'un univers qui est ultra fermé, un peu glauque, avec des standards qui sont pas du tout modernes. Une présentation des femmes d'ailleurs qui est assez dégradante. C'est-à-dire quand tu vas sur un site, un sex shop, la plupart des visuels féminins c'est une fille avec des froufrous qui se pose un vibro sur la joue avec un regard lubrique. Et en fait ça, d'ailleurs on a eu cette réaction, mais personne fait ça. Ouais, moi j'aimerais bien voir l'équivalent mec. Enfin, je crois que ça me ferait marrer. Déjà, au moins ça serait drôle. Exactement. En vrai, tu peux trouver tourner le truc. Mais ouais, c'est toujours. Et les rares fois où on voit des mecs sur ce genre de sex shop, on voit pas leur visage déjà. Et on voit, c'est quand ils posent à la limite pour des caleçons dorés en lycra. Exactement. Voilà. Mais sinon, ouais. Et toujours dans les standards. Même les mecs sont généralement moins stéréotypés que les nanas sur ce genre de site, je trouve. La nana est vachement maquillée, vachement apprêtée, etc. Le mec, il pourrait très bien sortir de sa douche, ce serait pareil, quoi. D'ailleurs, on montre qu'un seul type de personne aussi sur ces sites. Tu vois, t'auras le mec bodybuildé et la nana qui fait son 36, retouché à Photoshop, le mec aussi d'ailleurs. Et en fait, ça match. Enfin, nous, vraiment, ça nous a chaud, et ça nous a choqué plutôt. Pas de problème. Oui, bonjour les investisseurs. Oui, ça nous a marqué. C'était encore une fois de se dire, mais qui fait ça? Et surtout, mais il y a tellement de personnes qui s'y retrouvent pas comme nous. Ouais. Et que c'est dommage parce que tu t'y retrouves pas, et que du coup tu lâches l'affaire, tu te dis je vais pas y aller parce que c'est pas pour moi, ça me concerne pas. Et tu te retrouves à abandonner complètement cette idée de je vais découvrir ma sexualité, que ce soit seule ou en couple, comme c'était notre cas à ce moment-là. Ok. Et parce que vous, la première idée pour vous dire je vais découvrir ou découvrir d'autres choses dans ma sexualité, vous avez pensé sex shop ou love shop? Ouais. Okay. Oui, pour nos recherches, en tout cas, le premier truc qu'on cherchait, c'était, sur lequel on cherchait. Naturellement, on s'est dirigé vers ça, en fait. Et donc, du coup, maintenant, Fine Project, c'est quoi? Parce que c'est vrai que moi, je vous ai découvert avant même de savoir que vous alliez vraiment vous lancer en entrepreneuriat. Au début, moi, je pensais que c'était juste un compte Insta stylé, mais j'ai découvert l'année dernière un média, en fait. Peut-être que je pensais que vous alliez vous transformer en média. Et puis je crois que je parlais avec Kilo Créative qui m'a dit non mais ils vont s'orienter dans la sexualité, vraiment lancer quelque chose dessus, et justement qu'est-ce que c'est maintenant? Merci. Alors c'est vrai que l'idée à ce moment-là, le constat fait il y a un manque d'offres, enfin l'offre est pas la bonne, ou en tout cas qu'on ne convient pas à tout le monde, qu'il y a un gros manque d'éducation sur le sujet, et que c'est pas parce que justement c'est tabou, mais c'est pas pour autant qu'on en parlait comme d'un sujet médical, comme ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on peut en rigoler aussi. À ce moment-là, on avait nos 3 éléments clés.
en se disant on veut faire le nom de Fine n'était pas encore né à ce moment-là, il est venu par la suite. On veut faire alors on savait pas trop à ce moment-là est-ce que c'était un produit, est-ce que c'était un service, est-ce que c'était un média, est-ce que c'était autre chose, on savait pas trop. L'idée s'est faite au fur et à mesure. À partir du moment où on a trouvé on voulait proposer un vibromasseur qui ne faisait pas peur. On voulait proposer un lubrifiant qui était naturel. On voulait surtout accompagner les femmes dans cette découverte, et que c'était via le magazine qu'on a créé nous-mêmes sur plein d'informations, et ce qui est centré autour d'un guide d'utilisation de la première fois de l'utilisation du vibromasseur. D'accord. Et ça s'est construit étape par étape, et au fur et à mesure, les pièces du puzzle, ça semblait assez bien, les planètes s'alignaient. Et quand vous avez lancé le compte Insta, vous saviez pas encore que vous alliez sortir le coffret. Non, ça finit petit à petit. Ça a aidé à la réflexion peut-être aussi. Déjà, ça nous a permis d'échanger avec la communauté. Bien sûr. Donc de prendre de l'information à ce moment-là, ce qui était hyper intéressant pour nous, parce que dès le départ, on savait que ça allait être un projet collectif et qu'on voulait intégrer les gens. En fait, ça n'a pas de sens d'avoir une vision, de donner une vision personnelle de la sexualité. Ça a du sens pour toi-même, pour la personne, mais l'appliquer à tout le monde, ça n'a aucun sens. J'ai envie de dire, chacun a ses pratiques, et justement, c'est peut-être aujourd'hui là où est le problème, c'est qu'on juge trop les pratiques des autres, alors qu'en fait, on n'a absolument rien à dire là-dedans. Et en fait, le compte, au début, en le lançant, on a commencé à itérer là-dessus, et à prendre de l'info, à regarder un peu dans les grandes lignes les attentes. On les a mixées avec nous, notre propre vision. Comme disait Célia, on savait qu'on allait s'orienter vers quelque chose qui cassait les codes du secteur. On savait qu'on allait aller sur Vibro, parce qu'on avait fait ce choix-là. Et on aurait quelque chose de simple dans le design, quelque chose de pas explicite, quelque chose que vraiment inoffensif, en fait. Je crois que c'est le terme, le bon terme, c'est inoffensif. Et après, derrière, on s'est dit, voilà, on aimerait bien, plus que créer un coffret, c'est créer une expérience. Et à partir de là, en gros, on a inclus le lubrifiant, donc on avait déjà eu l'idée. Donc après, par rapport à ça, on avait certains critères. On voulait quelque chose de naturel, d'éco-responsable. Donc aujourd'hui, on a un lubrifiant qui est naturel, vegan, CO2 neutral, commerce équitable. Donc on a balayé large, et c'est un peu une volonté de notre part d'ailleurs de tendre à aller tout le temps vers ce genre de produit, ce genre de process. Et ensuite, c'est par rapport à un autre constat, c'est-à-dire que quand tu achètes un vibro, en gros, tu as une espèce de notice Ikea qui accompagne l'objet. Et encore, Ikea, je trouve que vous êtes gentil, parce que parfois, il n'y a juste pas de dessin, en fait. Voilà. Il y a juste 3 trucs écrits en 4 langues différentes. Et on dit surtout ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Il y a des trucs souvent très idiots où tu te dis, mais évidemment que je vais pas faire ça, mais en fait, je fais quoi? Ne te masse pas le vibro, le tibia avec le vibro. Ne masse pas une crampe avec le vibro. Bah, non, évidemment. Après, je pense que peut-être que c'est lié, alors ça dépend des constructeurs, mais c'est parce qu'il y a quand même un sextoy qui est assez connu, qui est le Wand, qui était à l'origine un truc de massage. Qui ressemble à un énorme micro. Faut dire à la limite, pourquoi pas, est-ce que ça va faire du mal à mon tibia? Je sais pas. Alors, visiblement, ça a dû faire du mal à quelqu'un pour qu'il le mette là. Mais oui, il y a beaucoup de choses pour ne pas faire, mais pas comment l'utiliser. Surtout, alors quand c'est un vibro simple, et encore, parfois on peut resté interloqué face à son utilisation, si on n'a jamais fait surtout. Mais aussi, quand je pense à d'autres vibros, d'autres stimulateurs clitoridiens qui peuvent avoir des formes un peu plus farfelues, je sais que j'ai des copines qui sont en mode, mais je le mets où, comment, quoi. Enfin, c'est pas je le mets où, mais est-ce que je peux vraiment le mettre sur mon clitoris ou pas, ou à côté, ou... T'as pas cet accompagnement, en fait. Il n'existe pas aujourd'hui. Enfin, ça va être de l'utilisation, enfin, encore une fois, ça va être relié à de la pornographie. C'est parce que tu vas avoir une utilisation de vibromasseur dans un porno ou quelque chose, et l'utilisation juste de manière naturelle, libérée, décomplexée, juste comment je fais. Ok, donc du coup, dans le magazine, il y a cet accompagnement à l'utilisation du vibro, qui est dans le coffret, donc qui s'appelle Oli et Envie. Vous allez m'expliquer pourquoi ce nom ici. Et c'est illustré, j'imagine. J'ai pas encore vu vraiment tout le... On l'a avec nous, on te montre pas. Parce que les mots, c'est bien, mais parfois, c'est vrai qu'on a envie de passer par la pornographie, parce que malheureusement pas, c'est le seul visuel qui peut exister pour comprendre comment utiliser un vibro. Et là, du coup, vous l'illustrez aussi. Alors, l'illustration, elle est sur le site. Je l'ai vu sur le site, mais du coup dans le magazine. Non, elle n'y est pas, parce qu'en fait on a créé les illus après l'impression du magazine. D'accord. Mais ça c'est quelque chose qu'on peut changer, donc on a l'intention de changer. Mais non, dans le magazine c'est plus sur cette partie-là du magazine, du moins c'est plus rédactionnel. C'est en fait t'as l'impression de lire une petite histoire. On a vraiment écrit ça
pour prendre la main. Et on part vraiment vraiment en amont, en fait. C'est pas appuyer sur start et commencer, en fait. C'est prenez ce moment pour vous, mettez-vous à l'aise, détendez-vous, ça vous appartient. Et petit à petit, voilà, guider pas à pas, en gros, pour simplement démystifier un peu le moment, parce que, oui, ça peut être impressionnant. Et derrière, voilà, on essaye d'être vraiment graduel dans la manière d'amener les choses, jusqu'à par exemple, au début, on va conseiller, par exemple, de faire une stimulation externe parce que c'est moins traumatisant, moins flippant. Et petit à petit, pourquoi pas aller explorer les autres régions de son corps, et ensuite l'inclure même dans un couple, par exemple. Et alors, là, on aborde le sujet comment en parler à deux, parce que pareil, ça peut poser des problèmes. Enfin, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Donc ouais, on a vraiment tourné ça comme ça. Et après, les illustrations, les illustrations sont sur le site, avec les noms des positions. Ok, ça. Trop bien. Mais le magazine, après, au-delà de cette partie-là, ne manque pas d'illustrations en lui-même. Vas-y. Donc le magazine est construit autour du guide d'utilisation, mais l'idée était d'en faire, effectivement, comme disait Jail tout à l'heure, d'en faire un moment. Et que c'était un moment agréable à partager, faire sourire un peu les utilisatrices et les utilisateurs du Vibro, et d'en faire un moment cool, un moment sympa. Donc ça a été construit avec plein d'autres contenus autour, avec un quiz, un vrai faux, merci. J'allais dire le saviez-tu, mais non, c'est pas ça. Un vrai faux, avec un sexoscope, avec les 30 raisons pour lesquelles votre vagin est incroyable. Et tout a été construit, encore une fois, avec beaucoup de bienveillance et d'humour. L'idée, c'était de continuer d'en faire un truc, mais positif. Ouais. C'est du sexe positif. Ok. Donc, du coup, on a le magazine, le Vibro, qui se tord dans tous les sens, j'ai bien vu, trop bien. Et le lubrifiant naturel. Ouais. Donc, le tout dans un petit coffret qui s'appelle Oli en vie. Ouais. Pourquoi? Alors, peut-être d'abord parler de Fine, du coup. Ouais, en fait, tout part de Fine. En fait, tout part de pourquoi Fine. Dans le nom. Dans le nom. Alors ça, j'avais entendu une petite histoire, mais je vous laisse. Je pense pas. Donc, l'idée nous est venue de deux amis, en fait, les deux amis grâce à qui on s'est rencontrés. Lui est français, elle est anglaise, ils sont en colocation en Angleterre à l'époque. Il rentre dans sa chambre pour lui poser une question et il voit sur sa table de chevet à elle son vibromasseur, genre posé glorieusement sur la table de chevet. Il frise dessus, mais genre il le fixe et il bloque, genre comme tu dis à chaque fois erreur 404, genre qu'est-ce qui se passe, et elle de réagir mais nonchalamment d'un calme complet. It's fine, babe. Et ce truc, it's fine, cette philosophie, cette attitude derrière ça, ça va, c'est bon, c'est pas grave. Il était plus gêné qu'elle. Enfin, elle était pas du tout. Mais elle, absolument pas. Et c'est lui qui était gêné en s'imaginant qu'elle pourrait être gênée. Ils étaient pas encore ensemble à ce moment-là? Ah, mais ils ont jamais été ensemble d'ailleurs. Ah non, pardon, c'est pas, étaient colocs. C'est un coloc, c'est des colocs, c'est pas un couple d'amis. Non. Ils étaient juste colocataires et, alors gênés, est-ce qu'il était gêné de voir ça là? Est-ce qu'il était gêné, je sais pas exactement par quoi il était gêné, mais juste, encore une fois, tout le tabou autour de ça, de la masturbation féminine, fait que il a frisé, quoi. Et l'attitude qu'elle a eue, on s'est dit, mais c'est exactement cette attitude-là qu'on veut apporter, et de faire en sorte qu'à partir de maintenant, il n'y ait plus personne qui frise devant un vibro et qui se dise, it's fine, ça va, c'est bon. Moi, je veux qu'on en fasse des objets de décoration quand on peut pas les utiliser ou qui sont trop vieux. Je sais pas, pour faire un truc ou un porte-manteau. Un truc. Je crois que j'avais vu d'ailleurs. J'avais vu la maison avec des porte-manteaux en forme de dildo qui étaient retournés et tout. Ouais, non, mais il y a un love shop, du coup, on peut les appeler comme ça, en Italie. Elles font des stories où elles testent leur dildo avant tout sur les murs et elles mettent les sacs de course dessus pour tester à quel point la ventouse est résistante. C'était Betsabe de Baobo qui m'en avait parlé et j'ai regardé, ça s'appelle Wovo Store, je crois, et vraiment, enfin, décomplexe les sex toys dans la vie de tous les jours, dans l'environnement de tous les jours. Voilà, comme le mettre dans le quotidien, etc. Voilà. Complètement. Donc c'est parti de là, ok, de cette anecdote sympa. C'était donc voilà, Fine est parti de là et on a tenu au Y pour plein de raisons, parce que une des premières, c'est notre logo, c'est Fine, c'est pas fine, c'est Fine, et c'était aussi parce qu'il nous rappelait le clitoris.
Ouais. Et le Y, on a voulu le conserver pour ça, en se disant, mais c'est le clitoris et on veut le garder. Et Oli, Envie, on a cherché plein de noms tu sais, poivre et sel, yin et yang, des combinaisons qui iraient bien ensemble. Alors, tu vas partir très loin sur du Batman et Robin. Enfin, après, tu pars dans des trucs un peu ahurissants. Et Oli et Envie, alors il me semble qu'en fait, ils sont pas venus en combinaison. On a commencé à trouver Oli, on a trouvé Envie après. Et Envie, c'était une ville sur ces... Comment je pourrais dire ça? C'est que tu fais des associations et là, c'était l'association avec Johnny Hallyday, c'était l'envie d'avoir envie. Ah oui. Quoi? Ah oui, non, mais alors je sais pas si j'approuve là. Je suis très fier de ma blague. Ok. Une goutte d'envie pour avoir envie. Je crois que je l'ai raconté à tous mes potes. Parce que envie, c'est le lubrifiant en plus. Oui. Ouais. Ah ouais, d'accord. Non, mais j'ai pas envie de penser à Johnny Hallyday, moi. Faut pas forcément le dire, mais ouais, tu voulais savoir d'où ça venait. Ok, très bien, je pense que j'ai oublié. Et le Oli, c'était assez marrant parce que Oli, en fait, ça fait Oli, genre Oli A-U, puis l'IT. Ça fait Oli, genre le truc sain. Donc on touche un peu à toute cette dimension sur lequel on voulait jouer, quoi. C'est rigolo, quoi. Là, c'est le storytelling plus sérieux, en fait. Et l'autre, c'est l'anecdote. Johnny, ouais. Ok, d'accord. Non, mais très bien. Mais au moins, ça fait un original plus original qu'un Batman et Robin, par exemple. Oui, c'est vraiment que poivre et sel, que... Bien sûr. Ok, d'accord. Mais trop bien. Et donc, en fait, vous vous adressez finalement à des gens qui achètent pour la première fois un sextoy, principalement des femmes. Enfin, vous vous adressez aux femmes, qu'elles soient seules ou en couple. Pourquoi vous êtes concentrés... Enfin, je sais qu'on en a déjà parlé, mais pourquoi vous êtes concentrés que sur le plaisir féminin d'abord et pas peut-être par exemple sur le plaisir masculin ou les deux en même temps? Voilà, du coup apparemment Jali. Oui. Non, parce que c'était bah alors là, tu vois, il a levé la main. Ouais, c'est un peu mon petit combat, ça. Non, on revient en fait alors d'abord pour des raisons économiques. En fait, on voulait monter une boîte et on voulait se placer sur un marché existant. Aujourd'hui, en matière de sexualité, les femmes sont en train de faire ce move, elles le font depuis un certain moment. Les mecs, c'est pas encore ça. Bien qu'on les oublie pas, et c'est pour ça qu'on veut faire quelque chose d'inclusif. Mais moi, j'ai une opinion, une hypothèse là-dessus, et je trouve que voilà, depuis quelques années, les femmes font beaucoup d'efforts pour repenser leur place dans la société à tous les niveaux, dont la sexualité. Nous, côté mec, quand j'en parle avec des copains, on a encore pas mal de taf à faire, et c'est comme si on était dans une zone de confort et on voulait y rester. Donc on reste un peu sur ces fameux dogmes que nous on a envie de détruire, et des manières de concevoir l'homme du 21e siècle en fait qui sont vieilles de 2000 ans, quoi. Il y a un billet sur le blog là qu'on a écrit. En gros d'ailleurs c'est la marque Fine en fait a une dimension très éditoriale, et ça c'est quelque chose qu'on veut garder absolument. Et sur ce billet en fait j'essaie d'expliquer pourquoi par exemple un homme peut être effrayé par un vibromasseur. Et en fait, c'est son concurrent. Exactement. Évidemment. Il y a une dimension, structurante et compétitive dans la sexualité masculine qui est terrible. Et du coup, nous, d'un point de vue entrepreneurial, on s'est dit, tiens, si on fonce là-dedans, déjà que c'est compliqué d'entreprendre dans la sexualité. Alors si en plus on doit commencer à faire bouger quelque chose qui est aussi enquisté que la vision masculine de la sexualité, on va vraiment galérer. Donc on s'est dit, allons vers quelque chose où il y a déjà un train naissant, et ensuite, si on a la possibilité, on s'attaquera aussi aux hommes à ce niveau-là. Donc en fait voilà, on s'adresse au plaisir féminin parce que c'est le sujet du moment, mais sachant que les hommes en fait ça doit venir, mais c'est là pour le coup je pense que le train est encore un peu trop récent pour. Oui, de toute façon le besoin des femmes est clair, et il est de plus en plus crié haut et fort, qu'il y a des choses à faire là-dedans, qu'on a envie de cette reconnaissance-là, d'apprendre à se connaître. Donc, c'est peut-être une opportunité économique, mais c'est aussi juste intelligent de répondre à un besoin clair, quoi, où il y a de la place. Ok, d'accord. Et donc, ouais, chaque chose en son temps. D'abord le plaisir féminin, et forcément, du coup, d'abord les femmes qui n'ont jamais potentiellement... Enfin, votre première cible, si je puis dire, c'est les femmes qui n'ont encore jamais utilisé de sextoys, c'est ça ?
Alors, Yes. qui ont déjà utilisé et qui ont eu une expérience qui les a pas convaincus, mais l'idée c'était de proposer ça et d'accompagner les femmes qui ont eu envie de se découvrir et de se connaître un peu mieux, qui ont peut-être pas encore forcément sauté le pas ou qui l'ont déjà sauté mais qui ne s'y sont pas retrouvées ou qui ont manqué d'accompagnement, voilà, qui n'ont pas été convaincus. Et oui, c'est de les accompagner elles et qu'elles soient encore, tu l'as dit, qu'elles soient célibataires ou en couple, mais c'est d'accompagner aussi du coup messieurs dans cette Bien démarche et dans cette connaissance. Et du coup, vous arrivez à cibler, c'est bien parce que ça répond à des interrogations que je me pose aussi, mais pour moi c'est une marketplace donc c'est différent, mais enfin quoique j'ai un peu du mal encore moi à comprendre à qui je peux m'adresser, où est-ce que j'arrive, parce que j'ai envie de m'adresser à toutes les femmes de 18 voire peut-être 16, mais bon il y a des questions légales derrière, je suis pas sûre, mais 18 à 50, 60, 70, 80 quoi, ou plus, et en fait oui, mes premières ventes c'était autant des femmes de 18-20 ans que de 50 ans et plus, et est-ce que vous avez une idée de quelle est votre cible principale de femmes en termes d'âge, de milieu, de pouvoir d'achat, parce que après c'est pas non plus donné un sextoy, et là en plus vous avez joué sur la qualité, bon le prix est très correct, mais c'est pas à la portée de tout le monde. pour tout le monde. Comment vous jaugez ça? Sur nos clientes. Alors, déjà d'abord votre cible, votre cliente, et ensuite quel est votre objectif, qui vous ciblez? Je pense qu'il y a un nom qui peut qualifier notre démarche. On a voulu que ça soit accessible. Aujourd'hui, on a créé un coffret parce que économiquement, en fait, c'était plus facile pour nous de sortir ce type de produit. L'idée après derrière, c'est de splitter le coffret justement pour rendre les produits plus accessibles. Derrière, en gros, on peut avoir un Oli à, je t'imagine, entre 60 et 69 euros, ce qui est plus abordable. Je pense que à ce prix-là, c'est pas limitant. Après, faut être réaliste, c'est-à-dire qu'un vibromasseur à 30 euros, je parierais pas dessus sur la qualité, quoi. Ça va être en PVC ou en PET, c'est donc un plastique assez répulsif. Il y en a, mais c'est rare. Enfin, à la limite, les Satisfyer, je pense qu'ils sont pas trop mal. Pour tester, mais en dessous, enfin, d'autres marques en dessous de 30 euros, c'est vrai que ça commence à devenir difficile. Donc, nous, on essaye de se mettre, entre un Lelo qui va être très cher, mais du coup, qui va être le côté très premium de ce marché, et le vibromasseur entrée de gamme. Nous, on va se mettre entre les deux, et c'est vraiment un choix parce que justement, on voulait pas restreindre l'accès à ces produits, juste parce que c'est ultra cher, quoi. Donc ça fait partie de notre volonté. Et pour répondre à ta question, notre cible, j'ai envie de te dire que la priorité, ça serait justement de faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien, là, on a sur les clients, enfin les femmes et les hommes d'ailleurs, parce qu'on a des hommes qui ont commandé. Je sais pas si t'as fait le même constat. Trop bien. Oui, alors je commence à avoir des hommes. Et ce qui est, je sais pas si c'est bien ou mieux, mais j'ai des hommes qui commandent du lubrifiant. Mais des femmes qui commandent des sextoys, mais elles commandent pas encore de lubrifiant, et j'ai envie de leur mettre des échantillons exprès pour leur faire comprendre que ça va faire les deux ensemble. Ouais. C'est pas juste pour inciter à la consommation, mais juste aussi pour avoir une meilleure expérience. Grave. Voilà. On espère que le coffret va aider à ça. Donc, si on peut renvoyer sur cette question et de faire comprendre à tout le monde et que ça puisse en être bénéfique aussi, carrément. Mais c'est l'idée qui est derrière. Mais on a pas mal de mecs, quoi. Ouais. On a halluciné là-dessus. Peut-être en mode cadeau ou pas, vous savez. Je pense. Moi, l'idée que j'ai, c'est d'appeler les clients à part. Bien sûr. Je vais pas être intrusif, donc je vais demander la permission avant quand même. mais l'idée, c'est un peu d'aller découvrir qui sont nos clients. Aujourd'hui, je pourrais pas répondre à ta question en disant pourquoi telle personne a acheté et pourquoi pas une autre. Ce que je sais par contre, pour avoir accès à ces statistiques, c'est que non, on a des femmes de tout âge. C'est vrai que sur le compte Instagram, en fait, c'est ça peut-être où on a le plus certitude. On a majoritairement des 25-35 ans qui nous suivent. Du coup, on imagine que c'est à ce niveau-là qu'il y a un besoin qui est plus exprimé. Mais pareil, dans nos clients actuels, on a des femmes plus âgées, on a des hommes aussi. Donc, j'avoue que pour l'instant, je pourrais pas répondre avec des certitudes à ta question, quoi. On est encore en train de définir ça, ouais. D'accord. Et donc là, ça fait un peu plus d'1 mois, voire plus, 2 mois que vous avez lancé le site. Le coffret, vraiment.
Le coffret, Et les préventes. Les préventes, elles sont en ligne depuis 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Ouais. Ah oui, donc C'était un 16 mois, jours. ok, j'avais un mois, ok. Donc vous avez... Et là, elles sont censées être envoyées bientôt, c'est ça? Oui. Ok. Là, vous faites les préventes, mais vous avez continué à en vendre. Oui. C'est quoi la suite? On reste sur un coffret? Vous faites d'autres coffrets? Je sais pas si on a le droit d'en parler. Si, ça reste assez à court terme. Non, on va splitter le coffret, en fait, ce que je te disais juste avant. Ok. C'est-à-dire, là, on a un coffret qui va passer à 89 €, avec toute cette expérience qu'on a voulu inclure dedans. Et l'idée derrière, pour des personnes qui pourraient pas s'offrir un coffret à 89 €, l'idée, c'est de splitter les produits qu'il y a à l'intérieur, savoir vendre le vibro seul ou le lubrifiant seul. Et ça, déjà, si on arrive à le faire, ce sera un bon début parce que il y a pas mal de taf. Maintenant, la question à laquelle on doit répondre, c'est même en splittant le coffret, il faut qu'on garde cet éditorial qu'on a qui accompagne, qui est présent dans le coffret. Donc là, aujourd'hui, c'est le magazine. Est-ce que demain, on fera un pack vibro seul plus magazine? C'est les questions qu'on se pose actuellement, en fait. Okay. Mais c'est et pour répondre un peu à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, on a vocation à devenir un média, à être un média, à communiquer sur tous les sujets qui entourent une sexualité holistique, qui est créative, qui est ouverte, etc. Et le magazine a vocation à continuer. Ce sera pas juste, c'est pas un magazine, c'est pas une édition unique qui est dans le coffret. Il a vocation à continuer de vivre par la suite, quoi. Ok, d'accord, super. Moi, je voulais après vous poser des questions. Ouais, voilà, si on reste un peu encore dans l'entrepreneuriat, après, en plus, on a quand même pas mal parlé de sexualité en général. Et est-ce que vous avez eu un besoin de financement, des problèmes de financement, des problèmes légaux, des problèmes, des obstacles en 1 an et demi, 2 ans, j'imagine? En un an. En 1 an, ouais. Ouais, on est pas mal. Je pense que c'est le quotidien. Alors déjà, t'as tous les obstacles qui sont propres à l'entrepreneuriat, quoi. Déjà, tu peux faire un crowdfunding, mais même avec un crowdfunding, il faut faire des prototypages. Donc, du coup, t'as toujours un côté financier à assurer. Quand tu dis prototypage pour le crowdfunding, c'est-à-dire en termes de visuel, de vidéo, tu parles de quoi? Alors déjà, création de contenu, mais je veux dire, si demain, par exemple, nous, je sais pas, on va faire des baskets et on veut passer par un Ulule ou un Kickstarter pour les vendre, il y a quand même une étape, j'imagine, où tu fais le prototype de ta première basket. En fait, tu sais ce que tu vas vendre, ne serait-ce que pour faire les visuels, pour faire tes photos. Donc, il faut, ou même une formulation, par exemple, tu vois, il faut, t'as quand même un billet à 5 000 € à sortir avant même de commencer à communiquer sur ton projet. Mais après, pour recentrer sur ta question, non, ça a été surtout au niveau des institutions. Les blocages, je crois, on a fait 17 banques. Vous aussi, enfin, pas moi, mais par rapport à d'autres entrepreneurs. Je pense que la plupart des personnes que tu as dû interroger auparavant se retrouvaient dans la même situation que nous, où t'es directement associé à de la pornographie et t'es sur la blacklist, quoi. Enfin, c'est exactement ça, la blacklist. C'est vraiment le problème qui revient quasiment il y a une interview sur 2 que j'ai fait, alors que ça fait quoi? C'est la 12e avec vous. Le problème de financement, ne serait-ce que d'ouvrir le compte en banque. Mais exactement. Et donc, de donner existence à ta boîte. Comme t'es obligé d'avoir un compte pro pour être immatriculé. Toutes les étapes qui suivent doivent passer par ça. C'est comme si la banque elle avait le droit de dire oui, t'as le droit d'entreprendre, bon, c'est limite, elle a le choix final. C'est un peu l'inquisition des mœurs entrepreneuriales, quoi. Complètement. Et derrière, ça continue parce que faut bien comprendre que pour avoir un prêt, si tu veux constituer un stock ou innover, c'est mort au niveau des banques. Donc il va falloir price bien ton produit parce que en fait t'es seul, en fait. Les institutions, c'est pareil. Non, c'est l'entreprendre la sexualité, je crois que c'est aussi galère que les autres manières, les autres secteurs dans lesquels on entreprend, et plus galère encore parce que t'as des trucs qui sont problématiques qui ne devraient pas l'être. Et du coup, comment vous avez fait pour convaincre, par exemple, est-ce qu'il y a des tips à connaître pour permettre de gagner du temps pour les prochains qui veulent ouvrir leur compte en banque dans ce milieu-là? Moi, on m'avait dit juste on se passe du bouche à oreille, le bon contact, telle bonne banque. Ou alors il y a une manière de présenter son projet. Vous, en accent sur le bien-être, ça n'a pas marché? Non.
Non, je pense que non, il y a pas. En fait, c'est simple, il y a pas de possibilité de négocier. D'ailleurs, comme avec Facebook et Instagram, ils disent il y a pas de pub, terminé. Et la banque, en fait, le seul retour qu'on a eu, c'était ça fait partie des secteurs interdits. Donc là, toutes les banques, en fait, et les plus récentes comme les plus anciennes, ont une liste de, je crois, de 7 secteurs interdits dans lesquels il y a la vente d'armes à feu, la vente de drogue, le gambling, la vente d'animaux. Et la prostitution. La prostitution, ils foutent ça dans le sexe, en fait. C'est genre... Ce qui est ouf, quand même. Ouais. Enfin. T'es là et tu te dis ah ouais, ok, je monte une boîte de déhat sexuel et tu me prends pour je sais pas moi un Mac ou un truc où vous avez quand même dit à un moment ouais, qu'est-ce qu'il nous prouve, vous allez pas mettre des images pédophiles sur votre site. Enfin, c'est un peu tendu, quoi. N'importe qui peut faire ça en vendant des jouets pour enfants, tiens, d'ailleurs, par exemple, voilà. Mais ça te montre, en fait, ça montre bien l'état et la conception qu'a la société du sexe aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc crado, dégradant, qu'on garde dans un coin, on veut pas en parler, surtout pas. Et en fait, c'est même sûrement de là que vient le problème. En fait, s'il y a aujourd'hui pas mal de déviance, c'est parce que on cache ça sous le tapis et on veut absolument pas en parler. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui vont changer. C'est ce qu'on disait avant, de par toutes ces initiatives qui sont en train de sortir, de gros secteurs qui commencent à s'y intéresser. Il y a des portes qui commencent à s'ouvrir, à s'entrouvrir pour l'instant, mais ça va changer. Ça va se faire petit à petit, comme beaucoup de choses, mais mine de rien, dans l'état, c'est compliqué, effectivement, pour des personnes qui veulent se lancer. C'est s'armer de patience. C'est se dire que va y avoir des obstacles, que ça va être compliqué, qu'il y aura des non de temps en temps, mais il faut vraiment pas lâcher l'affaire. Encore, vous pensez que c'est encore pire que dans l'entrepreneuriat en général? Oui. Sur ce point de vue-là, oui, je pense, parce que je pense que demain, effectivement, on aurait voulu faire, j'en sais rien. Je prends un exemple lambda. Là, par exemple, un espace de coworking, je vais voir une banque, j'ai beaucoup moins de difficultés à ne serait-ce qu'ouvrir un compte. Et donc là, 17 banques, 17 fois à peu près le même discours à améliorer. Ah non, cette fois, oui, on a varié les manières de présenter la boîte pour essayer différentes approches. Non. Et en fait, comme tu l'as dit, on a trouvé le bon contact. Ok. Vous avez demandé à des gens qui avaient déjà entrepris dans ce milieu-là, ou c'est à la force, vous êtes juste tombé sur la bonne personne? Non, c'est un copain qui a sa boîte qui nous a donné le contact de son banquier. Et en fait, on a eu une relation facilitatrice. D'accord. Mais sinon, je sais pas comment. Il y avait un peu un tiers de confiance grâce au copain. Exactement ça. Donc c'est la relation, toujours. Ok. Exactement. Et mais après aussi, pour suivre un peu cette idée-là, et quand tu me dis que c'est une le sexe, c'est quelque chose de plus dur. Oui, c'est plus dur dans le sens où une fois que tu as passé cette étape-là, donc tu peux pas te faire financer sur la dette. Et ensuite, il y a un truc qui est très fort dans ce marché, c'est qu'en fait, tu as une demande où tu sais qu'elle est existante. Le problème, en fait, c'est comment tu adresses cette demande. Tu peux pas faire de pub sur Facebook, Instagram, Google Display, Pinterest, Snapchat, TikTok. En gros, tous les leviers d'acquisition, moi, que j'ai utilisé pendant des années pour toutes les boîtes pour lesquelles j'ai bossé. Puis qui correspondent à la cible. Et sur laquelle l'audience est présente. Sont interdits d'accès. On a essayé de faire des pubs en décembre. En 5 jours, le business manager était verrouillé. C'est que la phrase vous ne respectez pas les conditions générales d'utilisation de la communauté, machin et tout. Et là-dessus, on sait très bien qu'on n'est pas les seuls. Enfin, sur Instagram, sur les différents comptes sur ce sujet-là qui existent. Et je pense que t'as dû en entendre parler aussi. Oui. Mais tu te fais bloquer pour un oui ou pour un non. Moi, du coup, j'ai même pas essayé. Je me suis dit que ça servait à rien. Je l'ai laissé autrement pour l'instant, que j'avais pas envie de même perdre 10 € à faire un test. Ouais. Voilà, quoi. Je pense que, laisse les autres se brûler un peu les ailes. Non, du coup, c'est pour ça que je faisais ces podcasts à l'origine. C'était un peu mon étude de marché que j'allais partager. Enfin, je voulais rencontrer les gens qui avaient déjà osé entreprendre et pour trouver une idée à moi. Et là, elle est toujours en train de faire son cours, son chemin, mais oui, donc ce problème de financement, il revient tout le temps. C'est principal. Il y en a d'autres, par exemple au niveau du légal, pour justifier ce que vous faites, ou pas. Ça, c'est... Non, on n'a pas eu de problème d'ordre légal.
Non, mais vous vous êtes pas dit, il faut que je cadre sur le site internet, j'en sais rien. Si, après, encore une fois, mais comme sur tout site et comme tout site commercial. Oui, mais rien à voir avec le fait que ce soit un sextoy lubrifiant. Non. T'as des réglementations sur les objets. En gros, t'as conformité CE, s'il est ROHS, c'est mieux. S'il est quoi? Parce que comme vous avez fait fabriquer un sextoy et un lubrifiant, c'est quand même 2 produits bien distincts, mais qui touchent au médical, entre guillemets, parce que c'est fabriqué avec des normes aussi médicales, gynécologiques, etc. Vous avez dû vous confronter à ces normes-là, quoi. Ouais, plus que moi en tant que marketplace, par exemple. Exactement. Du coup, on se renseigne vachement. C'est genre en mode les normes ROHS, ça va limiter l'utilisation de substances dangereuses pour le corps et pour l'environnement. Donc, tu vas pas te retrouver avec de l'ammoniac dans une batterie de vibro, tu vas pas te retrouver avec du plomb. Sur la matière extérieure de l'objet, en général, c'est mieux de prendre, c'est quasiment tout le monde prend du silicone, parce que le silicone est bactérostatique, donc les bactéries peuvent pas se développer dessus. C'est biodégradable. Et typiquement, les tétines de biberon pour bébé, les cups aussi sont faites en cette matière, les prothèses mammaires aussi, voilà. Donc ça c'est plus à nous de checker quand on trouve le fournisseur que ok, c'est bien les bons documents. En fait, il y a plus de double checking, mais je pense que ça c'est valable dans n'importe quelle industrie. Ok, oui. Non, dans le légal, on n'a pas eu tant de problèmes que ça. Non, c'est juste vraiment 2 problèmes majeurs, c'est adresser ta cible et ouvrir ton compte bancaire. Ok, quand tu dis adresser la cible, c'est faire la publicité, la communication. Arriver à se faire voir. Ouais. Ok, donc ces 2 points-là. Et vous êtes passé par les précommandes, parce que vous avez déjà une belle communauté sur Instagram. Vous n'avez pas pensé ou voulu passer par du crowdfunding, par exemple? Pourquoi? S'il y a une raison particulière, ou vous saviez que vous pouviez déjà très bien fonctionner avec votre communauté, peut-être? Exactement. Okay. On avait déjà, en fait, en créant la communauté 1 an avant de lancer, on avait suffisamment d'échanges avec elle et de monde sur la communauté pour faire un lancement comme on le voulait. Après, on parlait avec Célia. En fait, on ne pourra pas te dire aujourd'hui si c'était une erreur ou pas. Oui, parce que vous êtes en plein temps, mais apparemment, ça a l'air de bien marcher. Ça va. Pour l'instant, ça va, mais c'est ce qu'on disait, ça fait 3 semaines, quoi. Ça fait 3 semaines. On s'interdit pas de le faire un jour, tu vois, en fait. Mais là, on se sentait assez solide pour pouvoir se lancer de nos propres ailes. Non, parce qu'on a un peu l'impression maintenant que quand on lance un produit, un projet, c'est l'étape incontournable. Et moi-même, je me pose la question pour une que j'ai, de vraiment autre que la marketplace, mais qui serait liée à Talk. Mais voilà, c'est pas incontournable à partir du moment où on a prévu en amont sa communauté, sa visibilité, ses préventes. Il y a plein de moyens différents, quoi. Il y a plein de façons différentes de procéder, et je pense que c'est le crowdfunding ou d'autres façons de se lancer, en fait c'est à toi de l'adapter aussi à ton projet. Tu peux tout faire, et c'est en fonction de ce que tu veux, de ton objectif, de ta communauté, de ce que tu veux faire par la suite. Puis il y a une question de feeling aussi, je pense, mine de rien, quand même. Feeling par rapport à ton projet. C'est-à-dire par rapport au projet et au fait de faire du crowdfunding? J'ai pas compris. Ouais, par rapport à l'image que tu veux donner, que tu veux véhiculer sur ton projet, ou je sais pas, pour moi il y avait une question de ce que tu sentais être bien pour ton projet, quoi. Ouais, c'est ça, la confiance que tu mets dans ton projet. Oui, c'est ça. Nous on se sentait assez solide de par nos expériences, de par parce qu'on avait réussi, on était assez fiers d'avoir réussi à... Non pas qu'il faille ne pas être solide pour aller sur un crowdfunding, encore une fois, mais ce que tu dis, on se sentait assez solide, etc. Mais au final, tu peux très bien être solide et puis te dire je vais faire un crowdfunding parce que moi ça me convient. Oui, bien sûr. Parce que ça peut être un coup de com' pour le coup qu'on n'a pas forcément sur Insta, sur les réseaux habituels. Ok. C'est là où pour moi, je sais pas si on a fait une erreur ou pas, est-ce qu'on aurait fait ça, on aurait lancé le projet en crowdfunding, ça aurait explosé via cette espèce d'engouement qu'il y a autour de ça. Je pourrais pas te dire à date. Comme avec MyLuby par exemple. Exactement. Ok. D'accord. Ouais, mais bon, moi je trouve ça encore limite, c'est presque plus satisfaisant de se dire que vous avez réussi grâce à votre communauté et votre travail. On va certainement pas cracher dessus. Voilà. Voilà, ok. Bon, j'aurais plein de questions, mais j'ai envie de finir un peu sur plus la sexualité en général. Une première question, selon vous, peut-être en tant qu'entrepreneur ou alors en tant que consommateur, que particulier, vous-même ou couple,
qu'est-ce qui manque dans le milieu de la sexualité, que ce soit en termes de services, en termes de produits, si vous voulez, enfin, soit peut-être pas forcément quelque chose que vous avez développé vous-même, mais si, voilà, un appel à projet, ou un appel d'offres pour des gens qui ont envie, qui sont intéressés par la question, et voilà, c'est pas forcément pour moi, c'est pour les gens. Pour moi, c'est pour un ami. Non, vraiment non. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites récemment. Bah oui, c'est pour et faut prendre, je pense que c'est important de prendre un peu cette distance pour apprécier tous les efforts qui ont été faits et les réussites qu'il y a eu, parce que mine de rien, c'est un très beau bout de chemin qui a été fait. Il reste néanmoins beaucoup d'environnements, de zones à couvrir. Et je pense que je me suis dit encore cassé quelque chose. Mais je pense qu'il y a quand même encore des choses à faire. Je pense par exemple à la sexualité après un changement de sexe, la sexualité après un accouchement, même si encore une fois c'est un sujet qui ressort beaucoup plus maintenant que il y a ne serait-ce que 5-6 ans. Tu connais toi par exemple des gens qui traitent vraiment du sujet, par exemple la sexualité après un changement de sexe? En termes de services, conseils... J'en ai pas vu aujourd'hui, okay. J'en ai pas entendu parler, et c'est vrai que c'est enfin, encore une fois, le but de ce qu'on fait, et pas que nous avec Fine, toi aussi, et plein d'autres acteurs que t'as rencontrés, que t'as interviewés, et qui existent aujourd'hui, dans cette démarche qu'on a, c'est de casser des tabous. Pour moi, ça en fait partie. Donc, c'est une question qui reste encore... C'est une pierre qui a pas encore été soulevée. Je pense que, comme pour la sexualité des hommes, c'est des étapes qui vont venir au fur et à mesure, mais il faut qu'elle soit soulevée à un moment ou à un autre. La sexualité chez les personnes handicapées, la sexualité chez les personnes âgées. Il y a beaucoup d'autres pans de la sexualité qui méritent d'être découverts et qui méritent d'être... C'est pas mis à jour, parce que mis à jour, je trouve qu'il y a un côté un petit peu négatif, genre t'exposes quelque chose, mais d'être communiqué, d'être juste, encore une fois, d'en parler de manière libérée, quoi. Ok, d'accord. Donc oui, par rapport à des étapes qu'on peut avoir dans notre vie ou des transformations. Ouais. Encore une fois, que la sexualité soit accessible à tous, soit libre pour tous, et qu'il n'y ait pas de catégorie qui soit faite, quoi. T'as plein... c'est un secteur hyper large, en fait, comme ça a été laissé à l'abandon pendant des années, en fait, ça a tout à faire. Et, tu regardes l'exhaustivité que t'as dans les différences de... Enfin, ma phrase veut rien dire. Les différences que tu as dans tous les projets qui sont nés, tu vois, tu peux regarder des Oh My God Yes, tu peux regarder... On a Climax maintenant. Exactement, j'en reparler. D'une autre manière, mais... C'est ça qui est ouf. Ouais. Tu peux le véhiculer à travers de l'image, à travers du documentaire, à travers des produits, à travers des conseils, ce qu'a fait Charles Poinco aussi, c'est pareil, c'est génial, tu vois. Donc non, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et c'est ce qui rend ce secteur dynamique, ce qui rend ce secteur intéressant. Non, il y a plein de trucs à aller explorer, quoi. Il faut juste être créatif et comme tout projet, oser, ouais, voilà. Ok. Et dernière chose, je sais pas si on peut imaginer, mais vous l'imaginez, là, il y a eu la révolution sexuelle dans les années 70. Enfin, c'est ce qu'on dit, une forme de révolution sexuelle. C'est vrai aussi, on a quand même eu des droits, mais faut pas nier. Mais là, moi j'appelle ça, il y a une sorte de révolution du clitoris ces dernières années. Du coup, ce sera quoi le post-révolution du clitoris dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on dirait de cette époque? Enfin, comment sera la sexualité selon vous dans 10 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui ne seront plus acceptées ou qui seront encore plus acceptées? Voilà. Vas-y, t'as levé la main. Moi, je pense, j'ai du mal à imaginer la sexualité dans 10 ans. En revanche, il y a un truc, d'ailleurs, je lisais un article là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Nous, ce qu'on va faire avec Fine, c'est on veut remettre l'humain au centre. On croit vraiment dans la communication, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde, t'as levé la main trop vite. Non, attends. Tu faisais le moment pub Fine et et comment ça allait être dans 10 ans? Ça me permettait d'introduire... Attends, comment je peux te dire ça? On va faire ça au montage. Merci pour le travail supplémentaire. Non, allez, je reprends. 1, 2, 3, 4, c'est parti. La sexualité en 10 ans, en gros,
Moi, il y a un truc que je vois actuellement comme tendance, c'est-à-dire qu'on digitalise tout. Les relations se digitalisent, la communication se digitalise, tout devient numérique. Ah oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Et par exemple, avec Fine, on veut vraiment encourager une communication directe. C'est d'ailleurs ce qui nous différencie par rapport à d'autres marques, type, par exemple, un Womanizer. Womanizer, ils font un truc génial, ils ont vraiment révolutionné l'orgasme. Et je ne vais pas du tout critiquer l'initiative parce que, des commentaires que j'ai pu lire, ça a l'air fabuleux. Je fais pas partie des gens qui peuvent essayer l'outil, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais il y a une grosse différence entre Womanizer et nous, c'est que nous, l'approche Womanizer qui est de dire tu vas avoir plein d'orgasmes hyper rapidement, c'est pas ce en quoi on croit, dans le sens où pour nous tu zappes complètement le côté où tu découvres ton corps et tu découvres ta sexualité. Et ça, Fine, c'est là, avec le magazine et la démarche un peu éditoriale qu'on apporte, c'est un peu là où on veut se placer. Donc, toujours garder ce côté personnel, découverte, échange avec soi-même ou avec l'autre au centre de la démarche. Là, je lisais un article il y a quelques jours où, avec le développement de l'IA et les programmes robotiques, on n'est pas très loin des poupées gonflables animées, genre un peu à la Westworld, quoi, tu vois, où t'as pas de différence. Enfin, tu vas avoir un affinage de la barrière entre ce qui va être artificiel et naturel, un peu comme les humains, tu vois. Et pour moi, ça, c'est un truc sur lequel on doit faire attention à ce qu'on rentre pas trop là-dedans, quoi. Ça existera forcément un jour, mais voilà, comme on veut faire avec notre projet, il faut permettre à d'autres alternatives d'exister et pas simplement ça, pas laisser juste la porte ouverte pour ce projet. Oui, ou à la limite accompagner, parce qu'en gros, là, ce que tu dis, c'est que dans 10 ans, il va y avoir d'un côté le développement du bien-être et de la découverte personnelle de son plaisir, de son corps, ce pan-là, le pan sur lequel vous êtes vous, et d'un autre côté, un pan hyper techno, intelligence artificielle, et surtout immédiateté du plaisir, de l'orgasme, ce qu'on peut reprocher souvent d'ailleurs à Satisfyer ou Womanizer qui apparemment ont créé certaines addictions, des orgasmes ultra rapides et où on oublie la différence entre l'utilisation d'un sextoy et l'amour en vrai. Exactement. Et donc d'avoir des relations sexuelles hyper rapides avec un orgasme immédiat, avec des robots à la Westworld ou pas, dans 10 ans. Donc faudra faire attention à ce biais-là, ou en tout cas bien l'accompagner. Exactement. Avec du coup un équilibre peut-être entre les deux approches. Exactement. Okay. C'est exactement ça. Ok, bon, ouais, bien vu. Faudra faire à la limite un petit reportage. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. On va voir si c'est Westworld. J'espère qu'il y aura moins de tueries quand même. Mais ouais, c'est pas bien. Ça serait pas mal. Ok, très bien. Je pense qu'on va bien là-dessus. On retrouve Fine sur votre site, sur votre compte Instagram. Sur quoi d'autre? La précommande, c'est sur votre site. La précommande, c'est sur le site. Et le compte Instagram reste bien vivant. Et nourri, il n'y a pas de problème. Facebook, mais c'est pas la peine d'y aller. Ouais, on choisit quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, ou en tout cas presque jusqu'au bout. Parce que pour cet épisode, il y a un petit bonus. Je me suis en effet rendu compte après notre rencontre que je n'avais pas pris le temps de demander à Jalil et Célia un point qui me paraît quand même assez important et assez intéressant sur le fait d'entreprendre en couple. Donc j'ai posé les questions suivantes: comment c'est d'entreprendre en couple, s'ils ont eu peur, s'ils se mettent des règles ou si c'est vraiment au feeling, et qui fait quoi. Donc je vous laisse écouter la réponse de Célia. Du coup, pour répondre à la première question, alors non, on n'a pas eu peur d'entreprendre en couple, même si on a eu des remarques, en tout cas des appréhensions de la part de certains de nos potes qui disaient mais attendez, vous êtes sûrs, vivre ensemble et travailler ensemble, c'est quand même assez compliqué, ça se finit pas toujours bien, ou voilà. Donc il y a eu quelques sentiments un peu de retenue de la part de certains potes. Mais nous, de notre côté, non, c'était pas le cas. Ça nous a pas fait peur plus que ça. On a mis les choses au clair assez rapidement, avant même en fait de commencer à vraiment travailler sur le projet. On s'est dit très vite, on laisse pas le projet passer avant notre couple. On
On se dit les choses dès qu'il y a un ressenti ou quoi que ce soit. On laisse pas traîner un ressenti ou une remarque ou quelque chose, un sentiment qui sera même un temps soit peu négatif, on le laisse pas traîner. Donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir un très bon équilibre dans le travail qu'on fait pour Fine au quotidien. Et puis on se répartit les tâches aussi en fonction des affinités de chacun, et c'est ça qui est assez cool, c'est que on apprend l'un de l'autre et inversement. Et c'est vrai qu'on arrive à se retrouver en fait sur les tâches qui nécessitent l'attention des deux personnes. Donc on arrive à séparer les sujets, les projets en fonction vraiment des affinités et puis des compétences de l'un et de l'autre. Et parce que c'est vrai qu'on n'a pas exactement les mêmes, et c'est pour ça que c'est assez intéressant du coup d'être complémentaires sur certains sujets et de voir ce que l'un va apporter, l'autre aussi, qu'on va apprendre de l'un de l'autre, et c'est assez cool quand même à faire au quotidien, et je sais que lui comme moi, je sais que Jalil comme moi, on a tous les deux vachement appris depuis le début sur des trucs qu'on ailleurs dans un bureau lambda au travail, on aurait mis des mois ou peut-être même des années avant d'avoir l'opportunité de les apprendre. Donc c'est ça qui est quand même très très cool. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout du bout cette fois. Donc je vous laisse découvrir Fine si vous ne connaissiez pas sur leur site internet ou sur leur compte Instagram. Leur compte Instagram c'est fine-du8 project, mais sinon je vous mettrai tous les liens en description de l'épisode. Je vous laisse évidemment, s'il vous plaît, aller sur Apple Podcast ou d'autres plateformes pour écouter les autres épisodes, et surtout sur Apple Podcast pour mettre quelques étoiles et un commentaire si vous le voulez bien. À la semaine prochaine.